Vous êtes dans le noir. J'allume, attention. Ça va? Le Covid, ce qui l'a beaucoup changé, c'est ce sentiment d'impuissance. Ce sentiment de se dire, ben, je me défonce pour arriver à faire quelque chose pour ce patient et puis malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas. Et on ne sait pas vraiment pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ce sentiment-là, c'est difficile. Hop. Donc là, on est dans l'étage full Covid. Donc ouais, ils ont réussi à décaler un petit peu les choses en déménageant un peu les résidents et à centraliser finalement les gens contaminés à un seul étage, quasiment. C'est plus simple pour les équipes, pour l'habillage, le déshabillage avec ce genre de truc. Et voilà. Allez, on y va. Bonjour madame, c'est le docteur, c'est le médecin. Je viens juste vous examiner rapidement, voir comment vous allez. La respiration, ouais, quand vous dormez la nuit, vous ne manquez pas de souffle, vous ne manquez pas d'air? Quand le Covid y rentre, c'est vrai qu'on dit c'est un état de guerre, mais on l'a vécu comme ça, c'est-à-dire qu'on doit réagir très vite à tout un tas de situations auxquelles on ne s'attendait pas. Et ça, c'est compliqué. Et on a beau avoir fait plein de process, ben, dans nos process, on n'a pas prévu l'imprévisible. Donc il faut s'adapter en permanence à des situations nouvelles. Le 28 novembre, quand on a eu notre premier cas ici, on pensait être prêt, on l'était à moitié. On s'est retrouvés démunis. On a eu quelques cas dans le week-end. Très vite, on a mis en place le dépistage de toute la résidence, de tout le personnel. Là, on a eu 15 cas. Et la semaine d'après, 5 de plus. Et pareil dans le personnel, 5 cas au début, 3 de plus la semaine d'après. Donc de plus en plus de cas Covid, de plus en plus de soins techniques, de moins en moins de personnel. La directrice a appelé directement l'ARS un peu pour dire là on n'y arrive plus, on a besoin d'aide, on a besoin de monde. Ils nous ont dit que Médecins sans frontières allait venir nous rencontrer. Quand on arrive sur les premiers cas, on va vraiment essayer de travailler sur tout ce qui est sectorisation, travailler sur la protection, le contrôle de l'infection, l'hygiène, essayer de mettre en place des mesures qui permettent peut-être de limiter la propagation de l'épidémie. Alors du coup là on est au niveau du circuit propre, donc nous allons accéder au deuxième étage, donc par l'ascenseur propre. Donc voilà, donc nous avons mis à disposition donc à l'entrée de chaque circuit propre du matériel pour pouvoir s'habiller. Hop, donc nos FFP2. Une fois que le virus rentre à l'intérieur d'un établissement, on a des proportions de patients qui peuvent aller de 60 à 80% d'un établissement. Donc là, à ce moment-là, on va vraiment travailler avec notre équipe infirmière et médicale sur l'organisation de cette structure, le changement et vraiment avec un suivi médical beaucoup plus rapproché que ce qui était fait par le passé. On a aussi cette équipe psy qui vient en appui justement au personnel soignant pour pouvoir faire face à cette crise-là. On évite au maximum les contacts. Moi aussi, je me lave beaucoup les mains. D'accord? À plus tard. Tout va bien. Vous avez le Covid, mais vous n'avez pas de symptômes. Il y a deux choses qui sont douloureuses, c'est l'absence des familles. Et on se rend bien compte qu'un EHPAD est dans la vie parce qu'on a des familles qui vont, qui viennent, qui donnent de l'amour à leurs proches. Cette absence de vie liée au fait qu'on ne communique plus avec l'extérieur, ça change complètement le regard qu'on a sur l'EHPAD. Et puis, effectivement, on a un EHPAD qui s'est transformé en un lieu de soins. Moi, je dis souvent, dans un EHPAD, le médical, il est hyper important parce qu'on a des résidents extrêmement fragiles et que si on ne les soigne pas, médicalement parlant, évidemment, ils se dégradent. Mais la prise en charge médicale, à la limite, elle ne doit pas se voir. Ce qui se voit dans l'EHPAD, c'est l'animation, c'est les thérapeutiques non médicamenteuses, c'est les anniversaires, c'est la vie, c'est la gaieté. Tout ce qui est médical, c'est un arrière-plan, ça ne doit pas se voir. Alors qu'aujourd'hui, dans l'EHPAD, on ne voit que ça. On voit que le soin. Donc on n'est plus un EHPAD là, on est un petit service de médecine d'hôpital local périphérique. Voilà, donc la pharmacie, avec tout le matériel de l'hospitalisation à domicile, du matériel d'oxygénothérapie qui est là dans le coin pour avoir l'oxygénothérapie à proximité, donc sur chaque étage. De quoi désinfecter le matériel, voilà, de quoi faire des pansements s'il y a besoin, des pieds à perfusion. En fait, c'est une salle kiné qu'on a réadaptée
du coup, pour le Covid. Et en dessous, donc, on a réadapté une autre pièce pour pouvoir aussi créer une infirmerie. Allez, c'est parti. Ouais, ça va, j'ai presque terminé. Je vous fais pas mal. Ok. C'est pas quelqu'un qui est encore en situation d'oxygénodépendance. Elle doit être à J... C'est le dépistage de la semaine dernière, elle doit être à J7, J8, cette dame. Donc le début de la période est un petit peu critique où il faut surveiller entre J8 et J12. Ce qui est difficile dans la gestion de cette épidémie, c'est la notion de culpabilité. En tant que direction, en tant que soignant, en tant qu'encadrant. Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que je peux le transmettre? Est-ce que c'est moi qui contamine? Comment ne pas contaminer? Je fais mes désinfections correctement, mais ça se propage quand même. C'est aussi la mort, hein, la mort qui a rôdé et qui continue à rôder dans l'établissement, en se disant chaque fois, est-ce que cette personne va s'en tirer ou pas? Est-ce qu'on va arriver à la sortir de là? L'intervention d'MSF, ça nous a permis aussi de nous délester de ce poids de culpabilité en prenant conscience qu'on avait bien fait les choses, mais qu'on n'y pouvait rien quelque part. Et que la gestion d'une crise, c'est un métier, c'est pas notre métier. Et c'est pas qu'on a mal fait les choses, mais à un moment donné, ça nous dépasse. 408. Bonjour madame, c'est le docteur. Donc là, typiquement, le problème de cette dame, c'est qu'on a passé J15, elle a eu besoin d'oxygène et je crois qu'elle a toujours besoin d'oxygène. Donc le Covid, là, est plus trop le souci, c'est vraiment un souci, encore une fois, d'état général, d'hydratation et de nutrition. Donc on comprend que c'est difficile, ces patients-là, quand ils ne sont pas dans les salles avec tout le monde, de venir comme ça, les faire manger. Ça mobilise à chaque fois une personne, mais il faut le faire. Elle va à peu près bien, mieux que la dernière fois que je l'ai vue. Mais on sent voilà, qu'elle n'est pas... qu'elle tourne un petit peu dans son lit, qu'elle est un petit peu agitée, qu'elle n'est pas forcément, pas forcément confortable ou que le traitement n'est pas forcément optimisé. Donc je vais redescendre et je vais voir si elle a quelque chose, une petite benzo pour la détendre, si elle a bien les antalgiques qu'il faut. Elle a un petit patch de morphine là, on peut voir déjà. Donc je vais revoir un petit peu son traitement. Dans mes examens cliniques, je termine toujours par, quand les patients discutent normalement, tout ça, par parler du moral et tout ça, parce que le syndrome de glissement, ça vient de là, c'est à cause de ça qu'ils s'arrêtent de manger, et c'est très dur pour tous, donc on essaie de faire attention à ça aussi, ça fait partie de données cliniques importantes, qui conditionnent la vie de ces patients-là, quoi. Comment vous vous sentez? Ça va? Ouais? Ça vous a fait plaisir de retourner manger avec les autres? Ouais? C'est important? On est sur une phase de test au niveau du premier étage. Garder les non-Covid en isolement pour les protéger, mais en tout cas, tous ceux qui ont eu le Covid, on va pouvoir peut-être commencer à déconfiner, à les faire participer justement à des actions sociales, des animations, des repas. Petit à petit, on s'ouvre. C'est souvent après la vague qu'on se rend compte du dégât, entre guillemets, psychologique que ça a pu causer chez les soignants. Il y a beaucoup de fatigue, d'épuisement. Beaucoup de soignants se posent la question quant à poursuivre leur carrière. On voit qu'ils sont vraiment à bout et que c'est compliqué de tenir encore après cette vague. Je ne sais pas dans quelle mesure on va réussir à les déconfiner. Vraiment. Leur donner envie de redescendre, de se remêler aux autres. À la première vague, ils avaient été confinés. Et au moment où on a déconfiné, en fait, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de sortir et il y en a qui sont restés dans leur chambre et qui sont plus redescendus. Parce qu'ils s'étaient habitués, du coup, à rester dans leur chambre. Et là, le deuxième confinement est arrivé et c'est ceux-là, surtout, je me demande s'ils ressortiront. Voilà. Et vous vous êtes pas levé aujourd'hui, alors? Vous êtes resté au lit? On arrive dans une période qui est celle de Noël, donc où on espère pouvoir accéder à un peu plus de demandes au niveau des visites. Mais c'est difficile. C'est difficile, les équipes le ressentent, sont là, font ce qu'elles peuvent, mais ça ne remplace pas une famille. C'est vrai qu'on a beaucoup donné. Il y a eu pas mal de personnel malade, symptomatique ou asymptomatique.
Ben, ils ont eu peur, c'est normal. Ça bouleverse la vie d'une famille quand vous arrivez en disant je suis Covid positif. Et tout ça, il faut qu'on le reconnaisse et qu'on montre aux équipes qu'on l'a vu, qu'on l'a reconnu, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour elle et que si les résidents vont bien aujourd'hui, parce que finalement on s'en tire pas mal, bon, c'est pas fini, mais aujourd'hui on s'en tire quand même pas mal, ben c'est grâce à elle et grâce à tout le monde et ça, il faut qu'on se le dise.